dans ce métier d'astronaute dans l'espace, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 560 privilégiés qui sont allés dans l'espace, dont 10% de femmes, une cinquantaine de femmes. Donc on est autour de ces 10% de présence de femmes dans l'espace. Et quand on regarde le pourcentage de femmes qui se présentent aux sélections, donc avant d'être retenues, on a là aussi 10%. C'est-à-dire qu'en 85, quand j'ai été sélectionnée, sur 1000 candidatures, il y avait 100 candidatures féminines et j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans un groupe de 7 personnes. Et j'ai été assez surprise de voir qu'en 2008, donc quand même de nombreuses années après 1985, et je pense que j'ai été quelque part un modèle qui permettait à certaines jeunes filles de s'imaginer dans cette fonction-là, eh bien, elle avait là encore seulement 10% de candidatures féminines et c'est Samantha Cristoforetti qui a été retenue, une astronaute européenne de nationalité italienne qui fait partie du groupe. Donc, en fait, c'est un petit peu décevant de se dire qu'un métier formidable, passionnant, qui est ouvert à tout le monde, aussi bien filles que garçons, aussi bien le métier, pilote de chasse que scientifique ou médecin. Voilà, il n'y a pas encore cet appétit et ce désir de s'investir. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que les jeunes filles ne s'imaginent pas ou ne se lancent pas dans ces carrières scientifiques et techniques. Il y a déjà bien sûr tout le poids des clichés pendant toute l'éducation, que ce soit véhiculé par les parents, les magazines, l'école, on le sait tous. Il y a des clichés, il y a des stéréotypes qui mettent encore la femme dans une position différente de celle de l'homme par rapport à certains types de métiers. Hey, salut, c'est Thomas Hercouet, et c'est une intro un peu spéciale pour un podcast qui est aussi un peu spécial puisque j'enregistre ce podcast, il est 9h et des pruneaux, on est le samedi 7 mai, et dans quelques heures, au moment où j'enregistre, c'est le début de la 6e nuit originale, donc on remet le couvert, 18h de live complet, et si vous suivez la nuit originale depuis quelques temps maintenant, j'aime bien ouvrir avec des personnalités qui me fascinent, qui m'impressionnent, quoi, des gens exceptionnels, et que j'ai envie de vous présenter, avec qui j'ai envie de parler, et avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps. Donc pour cette édition, on va faire ça à 15h avec Myriam Catrin. Et puis juste avant, en fait, j'avais invité en fait une autre personne qui s'appelle Claudie Aigneret. C'est la personne que vous avez entendue à l'instant et que vous allez entendre tout au long de ce podcast. Elle s'appelait Claudie André Deshaies lors de sa première mission et c'est rien de moins que la première femme à être partie dans l'espace. Donc c'était fascinant parce que moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai appris son existence, quand j'ai appris son histoire, j'avais moins de 10 ans et j'étais fasciné par l'espace. Vous savez, je sais pas si tu vois, mais quand t'as moins de 10 ans que tu découvres l'espace, en général tu découvres Star Wars en même temps et c'est plutôt badass. Donc du coup pour moi c'était une usine à rêves. Et pour moi faire ce podcast c'était déjà entendre quelqu'un qui est parti dans l'espace, ce qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours, lui poser des questions sur qu'est-ce que c'est que partir dans l'espace, comment on se sent au moment où la fusée décolle et tout. Donc tout ça c'est des questions que je lui posais. Et puis aujourd'hui aussi c'est l'occasion de lui poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la science aujourd'hui. On a commencé par ça parce que c'est une thématique qui me tient à cœur. Que Claudie Aigneret est quand même une des plus grandes femmes scientifiques en France, puisqu'elle a porté nos couleurs jusque dans l'espace. Et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle en pensait de l'intérieur, et c'était une discussion qui était passionnante. Alors je suis sûr qu'à la fin, vous allez avoir le sentiment que c'était trop court comme podcast, mais promis, on en fera d'autres comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec Claudie Aigneret, qui est dans ce Qui sont ces gens un peu exceptionnels, en ouverture, en before, de la 6e nuit originale. Il y a aussi, je crois, profondément une méconnaissance de ces métiers scientifiques et techniques. Alors, le métier d'astronaute, il est peut-être un petit peu médiatisé aujourd'hui, mais je crois qu'encore dans la tête de beaucoup de jeunes filles, c'est un chevalier du ciel, pilote de chasse, entouré de fumée et vrombissant sur des gros moteurs. Donc, effectivement, une représentation qui n'est pas la bonne des métiers. C'est la même chose pour le métier de chercheur, c'est la même chose pour le métier d'ingénieur. Il faut incarner ces métiers, il faut les présenter à l'école pour qu'ils soient connus et qu'ils donnent envie, que ça déclenche l'envie. Et puis je crois que fondamentalement, les jeunes filles ont un petit déficit de confiance en elles au moment de la fin de l'adolescence, au moment où elles s'orientent vers des choix de métier. Est-ce que la représentation de ces métiers dans les médias, dans les œuvres d'art, ce qu'on peut y voir au cinéma, ce qu'on peut voir à la télé ou même dans des affiches publicitaires, ne contribue pas aussi à non seulement avoir cette image erronée, mais aussi avoir peut-être un déficit de confiance en soi, en montrant que c'est un métier d'homme, viril, courageux et beau?
Je pense qu'il y a beaucoup de clichés qui sont effectivement, véhiculés, par, les médias, quels qu'ils soient. Vous le disiez, des affiches, des magazines, l'imagerie, habituelle. Je crois qu'on a encore besoin de faire évoluer. Mais je crois qu'aussi, il faut personnellement y aller physiquement. Je trouve que l'interaction générationnelle présente avec des chercheurs, des ingénieurs, des astronautes qui vont dans les classes, qui vont parler, qui vont rencontrer ces publics, c'est aussi quelque chose d'important. L'incarnation, elle passe par le réel, au-delà de simplement l'image. Et puis, bien évidemment, dans les médias audio ou télévisuels, en général, les voix expertes, pour parler de quel que soit le domaine d'ailleurs, scientifique, technique, mais aussi dans le numérique, bien évidemment, souvent les voix expertes sont des voix masculines. Et c'est-à-dire qu'on entend peu la voix féminine, l'appétence féminine, le désir, la curiosité exprimée par des femmes pour ce type de métier. On a encore beaucoup de chemin à faire, oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement maintenant pour le faire? Est-ce qu'avec, l'ESA aujourd'hui, vous pouvez, inciter des astronautes, des scientifiques, femmes à venir parler dans des écoles ou dans des lycées ou à faire des interventions comme ça? Ou est-ce que c'est une autre structure qui pourrait s'en occuper? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que c'est quelque chose à créer, à développer? Oh, il y a une grande mobilisation aujourd'hui sur ces sujets. Il y a beaucoup d'associations qui sont emparées de ce déficit. Ce déficit de jeunes femmes, de jeunes talents féminins dans ces métiers, de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, la société du savoir, c'est quand même désolant parce qu'on a besoin d'être créatif, on a besoin d'être innovant. Et ces talents, eh bien, le potentiel, il est à 50% à puiser chez les hommes et 50% à puiser chez les femmes, comme dans notre société. Donc, on a quand même un réservoir de femmes de talent créatrices qu'il faut motiver sur ces métiers-là. Donc beaucoup d'associations s'en sont emparées, en particulier Femmes et Sciences, Maths et Femmes, Femmes et Ingénieurs, donc beaucoup sur ces métiers. La fondation L'Oréal fait beaucoup de choses. Vous avez sans doute entendu parler de ce grand prix Women for Science, qui maintenant se décline avec l'UNESCO d'une partie qui s'appelle Girls for Science. C'est-à-dire que les jeunes femmes lauréates qui ont été reconnues par la Fondation L'Oréal sont formées et vont dans les écoles. Et je crois qu'elles ont rencontré plus de 10 000 jeunes filles aujourd'hui pour leur présenter la passion, l'enthousiasme qu'elles peuvent vivre au quotidien dans leur métier. Il faut essayer de débusquer ces clichés, ces stéréotypes où qu'ils se trouvent. Si vous avez une assemblée qui vient écouter un talk sur du digital, du numérique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un déficit considérable de femmes dans ces métiers-là. On n'est même pas aux 25% qu'on peut avoir dans certains métiers d'ingénieur, on est plutôt sur du 11-15% sur ces métiers. Et que vous avez une estrade uniquement composée d'hommes, vous devez dire ça n'est pas normal, ça n'est pas représentatif de la société dans les usages qu'elle sera amenée à faire du digital, et c'est pas représentatif du potentiel créatif qui est dans les têtes de cette société diverse. Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle à jouer ou en tout cas que l'arsenal législatif pourrait inscrire peut-être ce besoin, peut-être transformer ça en obligation? Alors je ne sais pas si on peut parler de quotas par exemple, mais est-ce qu'aujourd'hui la puissance publique peut faire quelque chose pour inciter ce mouvement-là? Je pense qu'il faut que chacun y contribue. Alors, on a parlé du milieu associatif, de la société civile qui se mobilise, et la jeune génération aussi. Il faut sans doute aussi que les femmes parlent non seulement aux femmes, mais qu'elles parlent dans des assemblées mixtes, parce que c'est un problème qui concerne chacun, et puis ça concerne aussi cet équilibre qu'on peut trouver entre sa vie professionnelle, sa vie privée, la répartition des tâches. Donc il faut sortir un petit peu de l'exclusivité du discours vers les femmes. Et puis par ailleurs, effectivement, la puissance publique, elle a à intervenir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui soutient le sujet des quotas, et même au contraire, à un moment donné, je trouvais ça un petit peu dévalorisant pour la femme qui accédait à certains postes, non pas en fonction de ses compétences, mais en fonction d'un quota. Mais je me suis bien rendu compte, par exemple, dans le domaine de l'entreprise privée, où il y a eu cette loi qui a été promulguée pour demander que les conseils d'administration soient féminisés et qu'on arrive à 40% de représentation féminine en 2016, et on y est pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, ça a fait considérablement avancer, à marche forcée, ce sujet. Et j'exprime ici ma satisfaction parce que je suis dans certains de ces conseils d'administration avec davantage de femmes autour de moi, mais j'ai commencé il y a quelques années, j'étais la seule femme, et le poids de la rareté, c'est quelque chose qui est aussi difficile à porter. Vous êtes regardé à certains moments comme une voix trop différente.
le regard sur vous, l'écoute est beaucoup plus difficile quand vous êtes le seul représentant, seul spécimen, quel que soit le type de catégorisation qu'on peut faire, que quand vous êtes plusieurs à exprimer cette diversité. Donc si on peut faire avancer les choses, c'est bien, ça a été fait pour les entreprises privées. Les cercles de décision, c'est une chose importante, mais il faut bien sûr que l'ensemble des collaborateurs, tous les potentiels, tous les talents puissent grandir tout au long de la carrière professionnelle et pas simplement à la fin dans une reconnaissance après le plafond de verre, comme on le dit. Il faut que ça soit fait aussi dans la sphère publique, bien évidemment. Est-ce que pour vous, au long de votre carrière, et notamment je pense au début, ça a été un obstacle, être une femme? Je suis pas vraiment représentative de ceux qui vont trouver la féminité comme un problème. Pour moi, ça a plutôt toujours été un atout, mais peut-être parce que le milieu particulier dans lequel j'ai évolué, qui est au départ celui donc de ce métier d'astronaute, j'ai eu la chance d'être sélectionnée comme candidat astronaute, d'avoir bien évidemment toute l'expertise, les compétences dont j'avais besoin pour être la personne attendue au bon moment dans un choix pour passer de candidat astronaute à astronaute. Et là, vous entrez dans la constitution d'un équipage avec une mission à réussir. Donc, il n'y a plus de pièges ou de difficultés. Tout est fait pour qu'il y ait la réussite de la mission. On dit ça, c'est success oriented. Il n'y a pas d'alternative à la réussite dans le cas de ces missions spatiales qui sont lourdes, complexes, effectivement coûteuses et délicates dans leur réalisation. Donc, le succès. Et le succès, ça passe par composer avec la diversité de chacun et d'en faire un enrichissement. Donc, au contraire, j'ai toujours eu l'impression d'apporter quelque chose par la différence et l'adaptation à la situation à résoudre. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est d'être privilégié que d'avoir eu cette chance de voler dans l'espace et qu'on incarne un peu quelque part un rêve. Alors, ce rêve, il vous protège peut-être un peu avec une espèce d'aura par rapport à la chance et le privilège d'avoir accompli ces missions spatiales. Ça m'a rendu la vie plus facile. Alors moi, je voudrais revenir un peu maintenant sur vos débuts. Vous avez eu le bac jeune, vous aviez 15 ans. Après, vous avez une formation en médecine, en rhumatologie, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est pas ça? Si, C'est ça, d'accord. tout Parce que à moi, fait. les termes de médecine, souvent, je m'en mêle Je tout. suis rhumatologue. Ouais, quand j'ai Ouais. une grippe, j'ai l'impression que c'est une gastro, donc je suis toujours un peu perdu dans les termes médicaux. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais partir dans l'espace? À quel moment est-ce que vous vous êtes projeté? Est-ce que c'était avant le bac? Est-ce que c'était pendant les études de médecine ou est-ce que c'est une opportunité qui arrivait après que vous n'aviez jamais vraiment considérée? Alors, c'est tout ça un petit peu en même temps. J'ai eu la chance de voir en direct, pendant les vacances de l'été 69, en juillet 69, le premier Le pas de l'homme 11 sur la juillet? Lune, voilà, le 21. 21 juillet. Oui, le 20 ou le 21 selon qu'on est en France ou on regardait aux États-Unis. Et voilà, j'avais 12 ans. Dans une tête de petite fille ou d'enfant, à un moment donné, quand un rêve se transforme en une réalité et qu'on le voit se réaliser, ce rêve, quelque chose d'inaccessible qui devient possible, moi, ça m'a vraiment bouleversée. Ça a fait résonner peut-être une nouvelle façon de regarder la vie. Il y a des rêves qui deviennent possibles. Et ce jour-là, c'était ça. Cette nuit-là, c'était ça. Alors, effectivement, à l'époque, j'ai pas demandé à mes professeurs à l'école à quelle école je dois candidater pour devenir astronaute, parce que de toute façon, il n'y a pas d'école de formation des astronautes pour avoir un diplôme, pour se lancer. Mais je l'avais dans la tête. Et puis, voilà, ça m'avait ouvert des portes, ouvert des champs, un horizon de possibilités. Et puis l'opportunité, elle s'est présentée effectivement quand j'exerçais mon métier de rhumatologue, puisque c'est le choix que j'ai fait, médecin, rhumatologue. Je travaillais à l'hôpital Cochin à Paris, c'était en 85, et une petite annonce affichée sur le mur, appel en candidature pour recruter des astronautes pour réaliser les missions scientifiques à bord des stations spatiales orbitales. C'est l'Agence française de l'espace, le CNES, qui avait ouvert cette candidature. Et là, peut-être la résonance avec voilà, c'est possible. Aujourd'hui, il suffit de demander un dossier et de candidater. Donc, j'ai demandé un dossier, j'ai candidaté, j'y ai cru à chaque instant de ce long processus de sélection et j'ai été effectivement recrutée candidate astronaute. Et puis, quelques années après, ça c'était en 85, mon premier vol en 96 après un long entraînement. Alors 11 ans d'entraînement, c'est énorme. C'est plus qu'une formation pour faire médecine en fait. Alors c'est pas vraiment 11 ans d'entraînement, puisque je suis partie à l'entraînement en fait en 92.
pour mon Donc, vol en 96. donc Mais j'ai été 3 ans d'entraînement. sélectionnée en 85 et effectivement, je n'ai volé que 11 ans après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce pendant qui se passe entre-temps? ces 11 années? J'étais médecin rhumatologue et je venais d'être sélectionnée comme candidat pour avoir un métier de chercheur dans un laboratoire bien particulier, qui est un laboratoire en microgravité, pour justement réfléchir sur comment la gravité intervient sur tel phénomène du vivant ou telle structuration de la matière. Enfin, voilà, une recherche à mener dans un laboratoire. Alors, peut-être le manque de confiance des femmes, je me suis dit, pour avoir tous les atouts en ma possession, il faut que je sois un vrai chercheur, puisque c'est ça. Non. Il faut que je le sois avant qu'on me mette dans le métier à accomplir. Donc après ma thèse de médecine et ma spécialité, j'ai effectivement embrayé sur une thèse de sciences. Et je suis la caricature qu'on connaît bien de Bac plus 19, parce que j'ai accumulé, peut-être par nécessité de me donner confiance en labellisant mes expertises, des diplômes, des formations, des compétences, pour justement être celle qui correspondait au profil dont on avait besoin. Donc cette thèse de sciences et cet exercice de la médecine, eh ben, ça m'a occupé jusqu'en 92, de 85 à 92. Et 92, voilà, j'étais celle dont on avait besoin pour partir à l'entraînement, pour démarrer une mission. Et je suis partie à la Cité des Étoiles, près de Moscou, démarrer cet entraînement. D'abord comme cosmonaute doublure, on prépare toujours 2 équipages pour une mission spatiale. Je l'ai dit tout à l'heure, pas d'alternative au succès, il faut que tout se passe bien et que les gens soient prêts jusqu'au dernier moment, jusqu'à éventuellement l'accident qui ferait qu'un des membres de l'équipage ne puisse pas partir. Voilà, c'est le banc D'où de la touche, doublure. c'est le banc des remplaçants. Voilà, mais des remplaçants qui sont bien formés, qui Ah sont bah prêts ok. à partir. Et donc, j'étais la doublure de celui qui deviendra par la suite mon mari, Jean-Pierre Aigneret, qui a volé en 93. Et puis, j'ai eu la chance d'être le numéro 1 pour la mission de 96 à bord de la station Mir. C'était ma première mission spatiale. C'est quoi le plus dur dans un entraînement pour partir dans l'espace? L'entraînement tel que je l'ai vécu, première difficulté, apprendre le russe. Parce que bien évidemment, tout Vous l'entraînement n'avez pas fait ça était en LV2 en russe. La station spatiale à l'époque, en 96, c'était la station Mir, l'ancienne station soviétique, et toute la formation était vraiment centrée sur ces aspects-là. Mais bon, le russe technique, et puis bon, il n'y a pas le choix, hein, il faut s'y mettre et ça se passerait bien. Puis c'est un bonheur ensuite d'avoir cette langue en support à cette culture slave, cette fraternité des cosmonautes. C'est quelque chose de très important et quand on parle la langue, ça le facilite grandement. Ensuite, il y a beaucoup de théorie à apprendre parce que vous allez exercer à bord de multiples métiers. Vous êtes bien sûr le chercheur, mais vous êtes aussi l'ingénieur, le réparateur, le nettoyeur, celui qui reconnecte l'ordinateur qui a buggé. Enfin, vous faites tout à bord. Et j'ai même eu la chance d'avoir plusieurs types d'entraînement, dont une première mission où j'étais le cosmonaute expérimentateur, c'est-à-dire responsable des programmes scientifiques, la mission de 96, puis avec des entraînements successifs. En 2001, pour ma seconde mission à bord de la Station spatiale internationale, j'étais l'ingénieur de mission, ingénieur du vaisseau spatial et ingénieur de la Station spatiale internationale. Donc une formation plus technique, plus d'ingénierie à ce moment-là. Donc ça, c'est toute la partie formation théorique et apprentissage des systèmes pour vraiment savoir résoudre toutes les situations de cet environnement extrême. Pour pas vivre Et Gravity par exemple. de toute façon, il y a pas de ce sont des métiers à risque, bien Mmh. évidemment, mais l'objectif, c'est de connaître l'ensemble des situations, comment réagir individuellement, en équipage, en contact avec l'équipe au sol. On gagne cette confiance pendant ce long entraînement. Ça veut dire beaucoup de simulateurs pour répéter toutes ces situations de vol où ça se passe bien au début et puis bien évidemment, au fur et à mesure des simulateurs, on vous injecte des pannes, des feux, des fuites de carburant, des dépressurisations et tout ça, il faut réagir parce qu'évidemment, c'est un environnement extrême en dehors de la Station spatiale internationale ou de la station quelle qu'elle soit, c'est le vide spatial. Donc voilà, il faut savoir réagir et contrôler tous ces paramètres. Donc ça, ce sont des entraînements très difficile parce qu'on vous teste toujours sur votre capacité à réagir, mais on apprend beaucoup. Le système russe, je trouve, donne beaucoup confiance par la répétition, la simulation. On se sent au fur et à mesure acquérir cette compétence et savoir réagir. Et puis ensuite, il faut vous préparer aussi physiquement à cet environnement un petit peu particulier, en particulier dans ce qu'on appelle les phases dynamiques du vol, c'est-à-dire le décollage,
la propulsion de la fusée Soyouz, pour ma part, avec ses 3 étages de propulsion, qui en 8 minutes 40 vous met en orbite, atteindre la vitesse de satellisation de 28 000 km/h pour une orbite basse qui est à 400 km en orbite autour de la Terre. Donc ça, c'est effectivement une puissance, des accélérations importantes, et vous y travaillez en travaillant en centrifugeuse. Ensuite, vous arrivez dans un environnement de microgravité qui nécessite de s'adapter le mieux possible à ce qui peut au départ être un peu identique au mal des transports. On appelle ça le mal de l'espace. Donc, vous avez sans doute entendu parler du fameux tabouret tournant. Ah non, c'est quoi? C'est une méthode russe pour essayer d'adapter votre système sensoriel, en particulier l'appareil vestibulaire qui est dans votre oreille, de façon à essayer d'être le moins inconfortable possible entre des stimuli de cet appareil vestibulaire qui sont des rotations, des accélérations, ces facteurs de gravité qui s'exercent, et puis un visuel qui ne correspond pas au déplacement que perçoit votre appareil vestibulaire. Donc, il y a un décalage entre 2 sources d'informations. Donc, il faut essayer de faire au mieux pour se retrouver un environnement cognitif et sensoriel dans lequel on se sent à l'aise. C'est tout ce que je dis souvent. On part d'un environnement qui est celui de 2 dimensions, avec des références, une gravité terrestre, un haut, un bas, bien structuré comme on le connaît dans notre Des vie de références qu'on terrien. perçoit inconsciemment aussi, Voilà. notre cerveau s'y habitue en fait. Absolument. Cognitivement, on est formé avec un certain type de Mmh. références qui sont celles de notre environnement terrestre. Et là, on a accès par la microgravité à cette 3e dimension. Donc, il faut shifter assez vite et se plonger dans cet environnement où vous vous déplacez non plus avec les pieds au sol, mais par impulsion, répulsion sur une paroi. Quand vous regardez par le hublot, une fois en orbite, il peut se trouver que le ciel soit en En dessous dessous. de la Terre quand vous regardez par le hublot. Et ça, le cerveau a du Hum, mal à comprendre au début? Au début, il y a un inconfort, bien évidemment, par rapport à nos références habituelles, mais moi, je suis épatée par la capacité d'adaptation, la rapidité d'adaptation, et de notre corps, de notre appareil sensorimoteur, et de notre cerveau, effectivement, au point de vue cognitif, à ce nouvel environnement. Moi, ça m'a révélé tout un tas de potentiels physiologiques, et pourquoi pas médical, de notre organisme par rapport à ces changements d'environnement. Est-ce que vous pouvez me raconter les 8 minutes, vos 8 premières minutes de décollage, lorsque vous êtes parti en mission? Qu'est-ce qu'on vit pendant ces 8 minutes c'est un délai assez court, hein, 8 minutes, c'est en temps normal, j'imagine que c'est pas ça fait quoi? C'est un plat de pâtes maintenant, 8 minutes? Mais qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces 8 minutes qui ont dû être extrêmement longues pour vous? Alors, ce qui était long, c'était déjà les 11 années, l'impatience, qu'un jour on soit installé dans cette capsule Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz, sur le cosmodrome de Baïkonour, pour attendre le fameux Zajigany, qui veut dire en russe la mise à feu, et le début du compte à rebours est mise à feu. Et donc, tout cet état de... on se sent bien, on se sent compétent, on se sent formé, on est en confiance, mais on est impatient que ça arrive vraiment, ce moment pour lequel on est préparé. Donc, beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration et beaucoup d'impatience d'attendre ce moment, par rapport à un sentiment de peur qu'on nous demande toujours. Avez-vous eu peur à ce moment-là? Non, on attendait ce moment-là, et c'était vraiment un moment désiré et préparé. Ensuite, effectivement, il y a une puissance considérable de la mise à feu de cette propulsion de la fusée Soyouz. Et là, vous partez de cet état de facteur de charge de 1G, la gravité normale, avec une accélération, facteur de charge, mais qui très progressivement vous amène à 4G. 4 fois le poids de votre corps ressenti dans ce fauteuil dans lequel vous êtes harnaché à l'intérieur du vaisseau Soyouz. Moi, j'ai trouvé que c'était assez smooth, progressif. C'était pas quelque chose que j'ai ressenti comme Pas un violent. choc. Voilà, c'était pas un choc. Alors, vous avez 3 étages de propulsion. D'ailleurs, à la fin du premier étage de propulsion, hop, vous revenez à la gravité 1, et puis ça repart progressivement pour réatteindre les 4G. Même chose avec le 3e étage. Et quand le 3e étage a la combustion s'est faite de tout ce qui permettait la propulsion, là vous êtes injecté en orbite, et c'est là où vous vous retrouvez effectivement en microgravité. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été en orbite pour la première fois?
Alors, quand vous êtes injecté en microgravité après 8 minutes 40, vous êtes toujours complètement harnaché dans votre siège avec votre gros scaphandre et vous ressentez rien du tout. Mais tous les objets autour de vous volent. Vous avez des petits témoins de microgravité. Vous le voyez souvent sur les images transmises par les caméras. Le petit ours, le petit stylo qui se met à flotter. Alors, vous avez très envie, après avoir vérifié toutes les conditions d'étanchéité de tout ce qui a été fait dans ces manœuvres où il y a de la pyrotechnie pour arriver jusqu'à l'orbite, de vous détacher et puis de commencer à sentir cette légèreté du corps. Il y a plein de choses en même temps. Il y a la légèreté du corps, la liberté que ça donne de ne plus être contraint par cette force de gravité. Puis il y a bien évidemment le regard par le hublot où on se retrouve à distance de la Terre, 400 km, une orbite, un tour de Terre en 90 minutes. On fait donc 16 fois le tour de la Terre chaque journée à cette vitesse de satellisation. Et puis, une aventure humaine absolument extraordinaire à vivre avec des collègues cosmonautes américains, russes, européens, d'autres nationalités. Donc, il y a vraiment plein de choses qui vous assaillent, qui vous donnent beaucoup d'émotions. Et puis après, il faut se mettre au travail, bien évidemment. Est-ce que quand vous voyez la planète Terre qui est par le hublot, qui est loin, qui a des milliers et milliers de kilomètres, 400, 400 kilomètres? c'est pas loin, Ça va, c'est c'est à côté. Paris-Lyon, Vous êtes voisins en fait. vol-oiseau, Hein. c'est à côté. Est-ce que vous réalisez ou est-ce que vous êtes dans une imagerie où vous êtes dans la station spatiale ou dans la fusée en train de vous harnasser de vous attacher, c'est quoi le mot exact pour se dire? Harnaché, Harnaché, oui, ce ok. sont des harnais. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que au contraire est-ce que vous avez un vertige? Est-ce que vous avez une sensation de vide? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit la planète Terre, quand on est 4, 5, 6 dans l'espace et que le reste du monde est là sous vos yeux, quoi? Cette planète vue par le hublot, on en voit la limite de l'horizon, ce qu'on voit pas sur Terre. On a un horizon, on a l'impression que c'est infini, qu'on peut continuer à avancer, que c'est voilà le seul endroit. Quand on la regarde par le hublot, on la voit pas dans toute sa sphère, puisque bien évidemment on n'est pas si loin que ça, 400 km à vol d'oiseau, c'est un Paris-Lyon. Mais on en voit un tiers de cette Terre. On voit bien la rotondité, on voit bien la finitude en fait de la planète tout autour. C'est un cosmos noir, c'est mystérieux, c'est plutôt hostile. En tout cas, il n'y a pas de traces de vie du tout. Les seules traces de vie, elles sont sur cette planète, avec les lumières de la nuit, avec aussi des traces de pollution, avec la vie. C'est vrai que la lumière, la répartition des champs, quand l'agriculture aux États-Unis par rapport à l'agriculture sur le continent européen, on voit bien qu'il y a des différences, la structuration des villes, les populations sur les côtes. Enfin, on voit la vie sur cette planète et on se rend compte bien sûr, par la finitude de la fragilité de cette vie, de cette humanité, des ressources qui sont finies, limitées sur une planète, et on se dit d'où va venir la sagesse pour préserver cette planète, son environnement. Elle ne vient que de ceux qui en sont l'équipage, et l'équipage, c'est les terriens. Alors peut-être qu'on le ressent un petit peu plus dans notre petit équipage de vue à distance, mais c'est vrai que nous sommes tous responsables, individuellement et collectivement, de cette planète, de mieux la comprendre, d'y apporter des solutions. Et l'espace, pour ça aussi, apporte des solutions à cette meilleure compréhension de la planète. Là, on parle des laboratoires en orbite basse, mais il y a bien sûr tout un tas de satellites dans l'espace, d'observation de la Terre, météo, de communication qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux évaluer, de mieux prédire éventuellement des catastrophes naturelles, de mieux apprécier les ressources en eau ou les ressources de la planète. Donc il y a tout cet aspect du spatial qui nous sert à mieux comprendre notre Terre. Et je crois que la plus grande conquête de ces 60 ans de la conquête spatiale aujourd'hui, c'est d'avoir ce regard sur la Terre. Et on le dit souvent, la conscience écologique qui nous est forte aujourd'hui de cette préservation de la planète, je crois qu'elle est née avec cette vision à distance de notre planète, de sa fragilité, puis de sa beauté. C'est d'une poésie immense que de regarder par le hublot. Et alors justement, est-ce que vous avez gardé de cette mission, peut-être de votre carrière aussi liée à l'aérospatiale en général, est-ce que vous avez gardé un moment dans l'espace, un souvenir, alors plutôt humain, mais un souvenir très joyeux ou peut-être un souvenir aussi qui a pu vous faire dire j'arrête, je laisse tomber, qui vous a donné soit envie de tout quitter, soit qui vous a dit c'est pour des moments comme ça que je fais ce métier?
J'ai souvent dit c'était un rêve, j'ai eu la chance de le réaliser et la réalité était encore plus belle que le rêve que j'avais pu imaginer. Donc j'ai vraiment savouré, chacun des moments. Alors parfois en pestant un petit peu parce que voilà, il y avait, des manips du programme scientifique à continuer, qui prenaient du temps, qu'il fallait refaire parce que tout s'était pas passé exactement comme, ça avait été prévu au sol et c'est normal, hein, on n'est pas toujours dans des conditions prévisibles. Et donc se dire: «Ben, j'ai plus assez de temps pour pouvoir vivre complètement tous les éléments de cette aventure, au-delà de l'aventure scientifique, et technique». Donc on grappille du temps dans les vols de courte durée sur sa durée de sommeil, pour pouvoir, justement, hem, s'emplir de ces sensations, puis de les transmettre, de les partager ensuite. On est si peu nombreux à l'avoir fait que c'est un bonheur de le partager avec tous ceux qu'on peut emmener dans le rêve, avec nous. Donc effectivement, passer du temps, une orbite entière à regarder défiler la Terre sous ses yeux, dans cet état de légèreté du corps en microgravité et accompagné par des musiques, assez extraordinaires. Moi, j'ai ce souvenir, je l'ai dit souvent, je l'ai même fait écouter sur des images défilantes de la planète, Casta Diva, par, La Calas dans Norma. C'est un moment d'immense bonheur de pouvoir, voilà, défiler au-dessus de la planète. Donc tous ces aspects de d'émotion, de vision, de beauté, de poésie, de sensibilité, c'est quelque chose qui fait aussi partie de cette aventure. L'aventure spatiale, elle est très, technique, des développements, nouveaux, de l'innovation, une façon de résoudre des problèmes. On repousse les frontières, on va au-delà de ce qu'on sait savoir faire et ça, l'humanité en a besoin pour trouver de nouvelles solutions, pour se lancer des défis et les vaincre. Et ça fait partie de notre humanité que de se dire qu'il y a plein d'endroits à explorer, il y a plein de nouvelles conditions à penser. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de retour à l'Agence spatiale européenne, qui est une agence merveilleuse qui met hem, la le talent de 22 États membres dans ce domaine du spatial pour réaliser de nouvelles missions. Ben voilà, on propose des choses merveilleuses. On a la mission Rosetta, tout le monde a Mmh. vibré en novembre Ouais, Philae. 2014, voilà, quand, Rosetta est allé rejoindre cette, comète, à non plus 400 kilomètres de Un distance peu cette plus loin. fois-ci, mais Mmh. dans les profondeurs de notre système solaire et a déposé son petit, atterrisseur. Et aujourd'hui, des lanceurs, des satellites, des missions d'exploration des ondes gravitationnelles dans l'espace avec la mission LISA qui est partie il y a pas longtemps. ExoMars, qui est une mission qui va nous permettre, ben, d'aller mieux connaître cette planète rouge et puis pourquoi pas l'établissement sur la Lune d'un village lunaire? Vous y croyez? Moi j'y crois et j'y travaille, ouais. Ah! Alors, est-ce qu'on a une date, par exemple? Non, il y a La prochaine étape, pas de peut-être, date. pour ça? J'ai parlé des missions martiennes. On vient de lancer une très belle mission, ExoMars en 2016. Il y a une deuxième mission en 2018 qui va nous permettre, en coopération avec les Russes, d'avoir un atterrisseur sur la planète et un rover et une sonde qui va permettre de forer à 2 mètres de profondeur sous la surface de Mars et donc peut-être nous Mmh, de révéler à trouver partir de l'eau, de des trouver secrets. des traces, biologiques, donc des missions tout à fait, passionnantes. Mais je crois que se fixer des objectifs d'exploration, repousser des frontières, faire des choses qu'on n'a pas fait pour l'instant, essayer de les faire d'une façon différente, c'est ça ce qui est stimulant et qui nous fait avancer. Et le spatial est merveilleux pour ça. Et c'est pour ça que j'essaie de convaincre jeunes filles et jeunes garçons que ces métiers de sciences, de techniques, visant des objectifs qui sont des grands projets très, très mobilisateurs, c'est formidable de s'y engager. Mais quand je parle de village lunaire, je parle non seulement des ingénieurs, des chercheurs, mais je parle de tous ceux qui vont essayer d'imaginer une petite humanité, 6 personnes, 10 personnes au début, s'installer dans un village construit par des robots, dans un environnement à distance, en dehors de l'atmosphère de notre planète, et qui doivent réfléchir à bien y travailler de façon Mmh. efficace, de façon harmonieuse, dans une coopération internationale, avec des règles de développement de ce village, de type d'activité du domaine privé tout autant que du domaine institutionnel. On dit extraction de ressources sur la planète.
tourisme sur ce satellite de notre Terre. Pourquoi pas? Enfin, de multiples activités de toute nature. Et donc, il faut des juristes, des urbanistes, des architectes, voilà, des gens qui pensent d'une façon nouvelle. Et je trouve que avoir des visions, des portes ouvertes comme ça, on en a terriblement besoin pour se mobiliser vers l'avenir. Alors justement, il y a aujourd'hui des enfants de 6, 7, 8 ans qui rêvent de partir dans l'espace, il y a un imaginaire qui est très fort autour de l'espace aujourd'hui, surtout quand on est jeune. Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes enfants qui ont un rêve qui est peut-être pas très bien formé et qui connaissent peut-être pas forcément la réalité scientifique aussi de ces missions-là? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ce que je dis aux enfants, en tout cas, c'est ayez des rêves. Ça, c'est le premier point, hein, parce que les rêves, et puis ensuite se donner les moyens d'avancer sur ce chemin du rêve. Il vaut mieux avoir ses propres rêves que de se laisser imposer des rêves ou des désirs des autres. Donc ça, c'est important pour démarrer. Je leur dis aussi, science et technique, c'est fondamental pour avoir des clés pour se projeter dans l'avenir. Parce que c'est à partir de là qu'il y aura des progrès et des nouvelles solutions pour notre planète qui est quand même dans des situations délicates aujourd'hui, de contrôle de ses ressources, du changement climatique bien évidemment auquel il va falloir s'adapter. Donc science et technique, c'est une grande partie de ce qui va nous apporter du progrès pour demain. Et c'est vrai que la matière spatiale, l'exploration spatiale, la science, la technologie spatiale, c'est un champ absolument extraordinaire pour y révéler son talent et pour y réaliser des rêves. Le rêve, c'est pas simplement d'être un astronaute, ça peut être celui qui va justement fabriquer les capteurs qui permettront à tel type de rover sur telle planète de mieux voir. Ceux qui développent ces miroirs considérables pour aller voir au-delà. Les images de Hubble sont déjà absolument extraordinaires, mais on est aujourd'hui en train de proposer des visions encore plus magnifiques des origines de notre univers. Essayer de démontrer cette idée géniale d'Einstein avec la possibilité de ces ondes gravitationnelles, de les mettre en évidence. Tout ça, ce sont des sujets absolument passionnants. Et puis ensuite, être capable, par des satellites de météo, d'observation de la Terre, de venir aider certains agriculteurs dans des pays africains à mieux gérer l'eau, à mieux gérer leurs ressources et leur agriculture. C'est quelque chose de formidable. De donner l'accès à Internet à tous parce qu'on aura des batteries, des constellations de satellites qui permettront à chacun d'avoir un accès à savoir. Voilà, il y a des sujets absolument formidables. L'espace est une matière en or pour se projeter dans l'avenir et bon, Bien c'est sûr. l'exploration dans toute sa majesté. Pour terminer, juste, vous êtes une des rares personnes à être allée physiquement dans l'espace, et donc vous êtes une des rares personnes à pouvoir avoir un regard vraiment critique sur les films, les représentations artistiques qui se déroulent dans l'espace. Alors, je crois que Star Wars n'est pas extrêmement scientifiquement représentatif de la vie dans l'espace exactement, mais par contre, il y a beaucoup de films aujourd'hui qui essayent d'être presque fidèles à... Enfin, qui essaye de s'approcher en tout cas d'un réalisme, même s'il est très imaginé, je pense à Interstellar, mais Gravity, le film Gravity a été promu en tout cas comme un des films qui s'approchait le plus du réalisme de ce qui se passe dans l'espace. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez avec un peu de distance en mode oui, ça me... Enfin, bon, on va aller. Ou Moi, est-ce qu'au contraire, s'ils tombent juste... j'adore tous ces films qui nous sont proposés aujourd'hui. Et moi, j'ai vu peut-être 10 fois 2001 Odyssée de l'espace. Hein. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans ma jeunesse. Les films qu'on a vus récemment, effectivement, Gravity, Interstellar et puis The Martian, sont des films dans une période de temps assez courte qui montrent qu'il y a ce désir, cette appétence pour cette exploration spatiale. Alors Gravity, il y a plein de choses qui sont très représentatives de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, le déroulé des mouvements, la lenteur, la vision par le hublot. Il y a quelques petites erreurs, bien évidemment. Sur le scénario, Dieu merci, des scénarios de ce type-là sont quand même irréalistes, mais c'est la science-fiction aussi, c'est pour nous amener au-delà. Sur le film de Seul sur Mars, là aussi, il y a beaucoup d'astronautes et de scientifiques de NASA qui ont participé à donner le plus de vraisemblance possible à certains des éléments. Donc, on ne demande pas à la science-fiction de reproduire exactement notre réalité, mais elle doit nous permettre justement d'ouvrir encore plus ces fenêtres, de se poser des questions critiques, oui, mais critiques positives. On a besoin
Cette aventure, comme je la nomme, l'aventure spatiale, je dis c'est une aventure scientifique, c'est une aventure technologique, c'est une culture de l'humanité que d'être dans l'exploration, la découverte et la curiosité. Donc la science-fiction, elle en fait partie, elle nous alimente. Est-ce que vous avez déjà eu sur Mir un moment à la Gravity, un moment un peu catastrophe où il s'est passé quelque chose et vous avez dit c'est bon, c'est fini, ça s'arrête là? Heu, Pas dans mon cas, j'ai eu des missions vraiment où les situations étaient, pratiquement toutes nominales, comme on dit dans le jargon. Alors bien évidemment, des computers qui buggaient, ben, ça se remet en place, des, résultats d'expérience qui correspondaient pas à ce qu'on avait prévu de voir, mais après on se pose la question avec le sol justement en interaction, hein. Parce qu'il faut bien savoir qu'on est pratiquement constamment en interaction directe avec le sol. Quand on envisage les explorations martiennes dont on parlait juste à l'instant, il y a vraiment un délai de communication entre le moment où vous posez une question et où le sol peut vous apporter des éléments de réponse. Donc il y a une autonomie de l'équipage qui est très très différente. Donc moi j'ai pas vécu de situation difficile comme ça, mais il y en a eu à bord. Dans beaucoup de situations de la vie, le risque zéro n'existe pas. On essaie toujours de le minimiser, mais c'est vrai que un choc d'un véhicule, et c'est arrivé une fois à un cargo Progress avec la station Mir qui a dépressurisé un des modules, il faut réagir vite. Il faut étanchéifier parce que la dépressurisation, C'est fatal. c'est fatal, bien évidemment, dans cette situation. Et puis, il y a eu un incendie à bord de la station Mir qui a, bien évidemment, fait apparaître beaucoup de fumée, d'opacité dans l'habitacle, même s'il a été contrôlé assez rapidement. Mais là, vous ouvrez pas la fenêtre pour vous Mmh. débarrasser des Mmh. éléments toxiques. Donc voilà, l'incendie, la dépressurisation sont des éléments compliqués. Mais toujours, l'homme a pris le dessus et a réussi à trouver une solution. On a encore beaucoup à apprendre, mais on a déjà beaucoup appris. Vient de se terminer avec un collègue américain et un collègue russe, Mikhail Kornienko et Scott Kelly, à bord de la Station spatiale internationale. Tout récemment, ils viennent de faire une mission de presque une année, de 340 jours. Donc voilà, on accumule cette expérience pour préparer les missions à venir. Et ce qui est formidable, c'est que c'est obligatoirement un projet international, une coopération. Et là, vous avez par exemple sous les yeux, avec la Station spatiale internationale, un outil de diplomatie absolument formidable. Vous avez les équipages qui sont aujourd'hui amenés à bord de la Station spatiale internationale par nos collègues russes, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de moyens immédiats du côté américain et que l'Europe n'a pas d'accès autonome en vol habité à l'espace. Donc des programmes scientifiques, des programmes de coopération opérationnelle qui se mettent en place dans ce très beau laboratoire qui permet de montrer une mondialisation réussie, une coopération réussie. Et j'espère vraiment que des expéditions lunaires ou des expéditions martiennes, elles élargiront encore plus cette capacité à être dans une coopération de l'humanité dans Mmh. sa globalité. Alors bienvenue aux partenaires chinois, aux partenaires indiens, à côté Même des nord-coréen? partenaires classiques. Parce que les nord-coréens ont envie d'avoir une part du gâteau aussi, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un accès à l'espace plutôt pour y développer des services ou de la puissance stratégique. Là, je parle d'exploration Mmh, habitée, oui, donc de d'accord, oui. projets Pas la d'humanité même à intention. faire en coopération. Donc, c'est pas OK. l'intention ni stratégique militaire, ni une intention militaire une intention commerciale de compétitivité. C'est vraiment cet objectif pour l'humanité. Et j'y pense aussi plus largement. Après vous avoir quitté, je vais faire une petite présentation au Sénégal. Parce que l'Afrique, non seulement bénéficie beaucoup de ce que tous ces développements peuvent apporter à une meilleure éducation, à un meilleur contrôle du développement, mais l'Afrique a aussi cette envie de participer et réalise pas mal de projets. Et je vais m'adresser aux petites jeunes filles africaines pour leur dire c'est aussi pour vous. Une dernière question, mais en 2 mots, hein. Est-ce que vous avez en tête un jeu vidéo en lien avec l'espace, auquel vous avez pu jouer ou qui vous a peut-être tenté? Alors pas directement en lien avec l'espace habité, mais ce que je trouve remarquable, c'est le serious game qui s'appelle Galaxy Zoo, Mmh. qui permet d'avoir l'ensemble des citoyens, qui peut analyser des données d'observation de l'univers, en particulier des galaxies,
pour les nommer, pour les reconnaître. Donc une espèce de science participative. Et là, il y a cet appétit. Vous participez de l'exploration de ces questions fondamentales de notre univers. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a fait rêver comme moi, Claudie André Dehaye m'a fait rêver, comme Claudie Aigneret me fascine encore énormément aujourd'hui, et c'était trop court, c'est toujours trop court de toute façon quand on parle de gens qui partent dans l'espace, et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça, alors avec Claudie Aigneret ou avec d'autres astronautes, enfin franchement, c'est un domaine qui est tellement passionnant qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures, donc j'espère que ça se refera, merci beaucoup à Claudie Aigneret, merci beaucoup à Léza, et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Dans quelques heures, si vous écoutez ce podcast le 7 mai avant 15h, dans quelques instants, c'est le début de la 6e nuit originale. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire cette nuit originale avec tout le monde, tous les potes, tous les copains, tous les gens dont j'aime bien le travail, avec Mademoiselle aussi, partenaire pour l'occasion. Et je vous ai peut-être caché le nom de quelques invités dans le programme. Vous avez sûrement vu que dans le programme que je vous ai mis sur la 6e nuit originale, il y a un nom que je ne vous ai pas mis et qui pourtant sera là. Si vous regardez bien par exemple la tranche du YouTube Quiz qui aura lieu de 21h à 22h, n'a pas de nom associé. Alors globalement, toutes les tranches ont un nom associé, sinon c'est que ce sont des tranches collectives, mais le YouTube Quiz est porté par quelqu'un dont j'aime beaucoup la personne et dont j'aime beaucoup le taf aussi. Et c'est vraiment un plaisir de la voir, donc vous allez pouvoir découvrir à 21h ce soir, à 21h en direct de la 6e nuit originale, le YouTube Quiz qui sera présenté par Cyprien. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir qu'il vienne à la nuit originale parce que c'est un mec qui est quand même pété d'envie de raconter des histoires et des trucs comme ça. Et voilà, c'est cool. Ça me fait très plaisir qu'il soit là. Et je suis sûr que ça va être fou. Donc bref, sa venue originale de toute façon va être complètement folle. Bref. C'est un truc qu'on pourra vérifier a posteriori si vous écoutez ce podcast après la nuit originale, auquel cas j'espère que cette nuit originale vous aura plu, et puis il y en aura d'autres de toute façon, évidemment, d'autres podcasts aussi, avec plein de gens, je suis en train d'en préparer plein, et puis voilà. Et si vous aimez voyager, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Les lieux extraordinaires, dans lequel je vous fais découvrir des lieux du monde qui sont extraordinaires. Voilà, c'est une petite occupation qui me tient à cœur et j'espère vous faire voyager beaucoup avec cette page et puis ça va devenir une chaîne YouTube aussi après. J'espère que vous allez passer une excellente nuit originale si vous écoutez ce podcast avant la nuit originale et sinon j'espère que vous allez passer un excellent moment. C'est l'émotion ça, j'en perds absolument tout. Passez une excellente journée, je vous kiffe, des bisous, à très vite, ciao.